Rendez-vous quotidien avec Dr Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Je veux vous parler d'abord de l'Allemagne, parce que la courbe du Québec et du Canada, M. Legault a bien dit aujourd'hui, le taux de mortalité est bien inférieur ici par rapport à l'Italie, par exemple. Mais l'élève modèle dans la préparation de cette crise et dans les tests en grand nombre, c'est l'Allemagne, n'est-ce pas? Tout à fait, pour beaucoup de raisons. Bon, d'abord, pour des raisons culturelles. Vous savez, les Allemands sont des gens disciplinés et organisés. Donc, quand on leur a dit de se confiner et de faire des choses particulières, ils le font de façon très ordonnée, très structurée. Ils suivent les conseils. Le deuxième point, c'est que l'Allemagne a un tissu industriel très important, notamment en chimie et dans les industries mécaniques. Et dès le début de la crise, lorsqu'on savait que ça allait arriver, le gouvernement allemand a demandé aux industriels allemands de se préparer pour être capables de faire des tests. Mais vous avez peut-être vu aussi que la chancelière allemande, Angela Merkel, a demandé aux patrons de Volkswagen, de BMW et de Mercedes de commencer à fabriquer des ventilateurs et donc de faire un consortium immédiat pour faire ce genre de choses-là. Par ailleurs, le système allemand d'hospitalisation est un système où le nombre de lits par habitant est beaucoup plus élevé qu'au Canada. Donc, par rapport à tout ça, ils ont été capables, dès le début, de commencer à tester de façon importante, d'isoler les gens, d'essayer de contenir la vague. Et un ensemble de facteurs ont fait que la situation n'est pas rose non plus en Allemagne, mais c'est sûr que si vous comparez à la situation italienne ou espagnole, où c'est vraiment désastreux, et il y a d'autres facteurs aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que les hôpitaux qui ont été frappés en Espagne et en Italie sont quand même des hôpitaux de classe mondiale, mais je vous dirais que tout ça mis ensemble a fait que l'Allemagne s'en est beaucoup mieux tirée que ses voisins européens. Quand les gens se posaient la question, est-ce qu'il y avait un pays ou quelques pays sur la planète qui avaient pris davantage au sérieux la menace d'une pandémie? Bien, la réponse, l'Allemagne est dans la courte liste, là. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques pays qui ont réussi à faire cet aspect-là de façon, je vous dirais, beaucoup plus structurée. Bon, il y a l'Allemagne, il y a Singapour, la Corée, possiblement à son début. Il y a quelques autres pays qui font aussi pas si mal. L'Australie, Israël. Mais je vous dirais, pratico-pratique, le Québec, honnêtement, il ne faut pas qu'on se lance trop de tomates. Quand on se compare aux autres, on fait relativement bien au Québec. Si on regarde nos taux d'hospitalisation, si on regarde le taux de mortalité au Québec, et si on regarde le nombre de tests qu'on fait par jour au Québec, on a quand même réussi à certainement se classer parmi ce qui se fait de mieux sur la planète, peut-être pas le mieux. On a des choses à apprendre, il y a des choses à améliorer. On n'a pas la capacité que l'Allemagne a au niveau industriel, c'est clair, mais il y a des choses qui ont quand même été aussi bien faites au Québec. Très bien, oui, parce que quand on compare le taux de mortalité, le Québec, effectivement, vous avez raison de le souligner, on le disait plus haut, ça va relativement bien, là. Un mort, c'est un mort de trop. Mais ça va... Non. Mais je pense que ce qu'il faut aussi regarder, ce sont les tendances. Il faut faire très attention à essayer de tirer des conclusions quotidienne sur des chiffres. Parce que vous avez vu, une journée, c'est pas bon, une journée, c'est bon, une journée, c'est pas bon. Donc, on peut pas se mettre à tirer des conclusions en disant, mon Dieu, c'est en train de déraper. Je pense qu'il faut tirer des conclusions sur de plus longues périodes de temps, sur des périodes qui sont plutôt hebdomadaires que quotidiennes. Et on aura une tendance de où s'en va le Québec et sur combien de semaines tout ça va durer. Très bien. Alors, on va y aller rapidement. Notre collègue Isabelle Richer, on la salue, nous avons une question. Puisque le propre de la personne asymptomatique est de ne pas ressentir de symptômes, impossible de savoir quand commence et quand finit la période de 14 jours. Quand cessons-nous d'être en danger, un danger pour nos proches? C'est la quadrature du cercle, dit-elle. Bien, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes malade, c'est facile. Tant que vous avez des symptômes, vous êtes considéré comme étant infectieux. Donc, on va considérer que ça va durer 14 jours, mais parfois plus longtemps. Mais pour les fins pratiques, on va considérer 14 jours. Ce qu'on fait de plus en plus, les gens qui commencent à se sortir complètement de leurs symptômes, surtout les gens les plus malades, ceux qu'on a hospitalisés, on peut les tester pour voir s'ils sont devenus négatifs. On le fait aussi tranquillement avec les travailleurs de la santé pour savoir si on peut les refaire venir travailler. Les gens asymptomatiques, c'est plus compliqué parce que ces gens-là, évidemment, par définition, ils n'ont pas de symptômes, donc vous n'avez aucune raison de penser qu'ils peuvent transmettre la maladie et c'est probablement eux qui
jouent un rôle important dans la dissémination du virus, puisque ce sont des gens qui se promènent un peu partout, qui sont pas malades, donc ils vont vaquer à leurs activités quotidiennes. Voilà. Et ces gens-là, à ce moment-là, vont continuer. C'est d'ailleurs pour ça que la courbe allemande a l'air moins pire que les autres. C'est que eux, dès qu'ils avaient un cas positif, ils testent tout le monde autour, comme ils ont fait aussi à Singapour. Immédiatement, ils mettent ces gens en quarantaine pour trouver justement les gens qui seraient asymptomatiques mais positifs. Très bien. On va aller rapidement. Je vais vous poser 2 autres questions, puis ça va être terminé. La question 3. 8 511 personnes sont décédées au Canada de la grippe en 2018. Pourquoi considère-t-on la COVID-19 plus grave? C'est pour faire une réponse courte. C'est pas vrai que 8500 personnes sont décédées. C'est ce qu'on pense qu'ils sont décédés. Souvent, on calcule ça en faisant des calculs statistiques d'excès de mortalité dans certains mois par rapport à d'autres et on attribue ça à l'influenza. Donc, on peut faire un jour un débat complet sur la mortalité attribuée à l'influenza, mais on n'est pas dans la même game quand on compare ça à la COVID-19. Non, puis la mortalité, même si c'est pas définitif, le taux de mortalité de la COVID-19, elle est plus élevée que la grippe. Ça, c'est sans contredit, tout le monde le dit. Et Yann Fauché, de 10 ans, j'avais dit aux enfants de nous écrire, alors je veux prendre le temps de le dire. Si je joue avec mes voisins dehors, ça commence mal, que je garde 2 mètres de distance avec eux, bon, que je porte un masque en tissu et que je lave mes mains en rentrant, est-ce que je peux jouer avec eux sans risque de contamination? Alors, sans risque de contamination, non. Je pense que c'est déjà bien de prendre le lavage des mains, d'essayer de garder une distance, d'essayer à la limite de se protéger en mettant un masque artisanal. Mais c'est sûr qu'il faut éviter ça au maximum. Voilà. Je pense que les gens peuvent se parler à distance, surtout avec les enfants. Il ne faut pas oublier, ils sont peu malades, souvent asymptomatiques. Donc, ils peuvent transmettre le microbe à d'autres sans s'en rendre compte. Alors, on sait que les enfants sont beaucoup moins malades que les autres. Très bien. Alors, en 2 mots, n'allez pas jouer dehors avec vos amis parce que 2 mètres, on pense qu'on l'a puis on l'a plus. Il y a un ballon qui tombe, on va le chercher. Hop, je me suis rapproché. C'est peut-être mieux de ne pas jouer. Dr Weiss, on se reparle. Je vais vous garder plus de temps demain, promis. Merci d'être là tous les soirs. Bonne soirée. Au revoir.